Vous êtes bien sur la télévision du Burkina au sommaire de l'actualité ce lundi. Le décodeur TNT fait désormais partie des produits de grande consommation. Chargé de la réglementation des prix, question de couper court à la surenchère. Les membres du CCT, le cadre de concertation tripartite gouvernement, secteur privé et société civile, sont actuellement réunis pour revisiter la dizaine de produits à prix plafonnés en vue de faire face à une campagne agricole au bilan mitigé. Et puis, l'actualité internationale de cette édition nous conduit à Sanaa, la capitale yéménite. La tension est montée d'un cran depuis la diffusion des images du missile qui aurait été tiré vers les Émirats arabes unis depuis le Yémen. La cible, un réacteur nucléaire en construction près d'Abu Dhabi. L'Émirat dément les faits, mais qui a pu tirer ce missile? Une guerre de l'information à suivre en fin d'édition. Voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est du haut des collines du Bafoudy que nous ouvrons ce journal. Gawa, ville hôte des festivités du 57e anniversaire de notre indépendance, a fait peau neuve. Sur place hier, le chef du gouvernement a procédé à l'inauguration de certaines infrastructures de la gare routière au stade régional Paul Kaba-Tieba. S'est réjoui du niveau d'exécution des travaux. Plus de précisions avec Madou Edraogo et Isia Kanana. Plusieurs infrastructures ont été inaugurées par le Premier ministre Paul Kaba-Tieba ce dimanche à Gawa. Les cités du 11 décembre à Tankari à Gawapar, la nouvelle gare routière, le marché moderne, la place de la Nation, le stade régional, la maison de l'appelé d'une capacité de 240 lits construite par la Lonabé, l'axe du défilé. Autant de réalisations socio-économiques qui donnent un nouveau visage à Gawa, ville hôte du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. J'avoue que j'ai été impressionné par l'état d'avancement des travaux. Si vous vous souvenez, les routes sont quasiment achevées à 100%. Nous avons également visité donc, les cités. Les cités, donc, vous savez qu'on a un programme de logement de plus de 475 logements à vocation sociale et à vocation économique qui sont quasiment achevés. Je suis totalement satisfait des résultats auxquels nous sommes parvenus. Lorsque je suis arrivé ici il y a quelques mois, toute la ville était encore en chantier. Aujourd'hui, je considère que vraiment le taux d'achèvement auquel nous sommes arrivés est extrêmement satisfaisant pour la réussite de la fête du 11 décembre à Gawa. Pour ce 11 décembre dans la région du sud-ouest, ce sont environ 26 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par l'État burkinabé et ses partenaires pour la réalisation de toutes ces infrastructures. Des réalisations dont l'objectif est de permettre aux chefs de région de renforcer leur capacité d'accueil et de créer un noyau urbain à même de booster le développement. Nous avons totalement transformé cette ville. C'est vraiment l'exemple de politique que nous voulons mener à l'échelle du pays dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social pour changer la vie des Burkinabés. Il y a 52 km de voies urbaines. Toutes ces infrastructures qui vont changer la vie des habitants de Gawa et de la région. Et également ces infrastructures routières également qui vont offrir une plateforme logistique pour ouvrir cette région si riche, cette ville si riche sur les pays voisins, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, et en faire un carrefour d'échange. Et tout ça, ça va donc contribuer à booster l'activité économique dans la région. La cité de Bafoudy est donc prête pour accueillir les festivités du 11 décembre 2017. Et pour une fête nationale réussie, Paul Kaba-Tieba est allé rendre visite aux notabilités coutumières, question de recueillir leur bénédiction. Retour à Ouagadougou comme annoncé en début de journal. Le cadre de concertation tripartite, gouvernement, secteur privé et société civile s'est à nouveau réuni ce matin pour davantage réglementer les prix et les poids des produits de grande consommation. Une bonne nouvelle cette fois pour les auditeurs et téléspectateurs. Le décodeur TNT fait désormais partie de ces produits à prix plafonnés. Vous le savez, les produits contrôlés sont majoritairement agroalimentaires et au sortir d'une campagne agricole difficile, les membres de ce cadre de concertation se penchent sur la situation. Le compte rendu signé Jean-Eudes Bayala et Draman Guéné. Gouvernement, secteur privé et société civile sont ici réunis pour revisiter les prix des produits de grande consommation comme les céréales, le sucre, l'huile alimentaire, le savon, le pain et le ciment. À la liste de ces produits arrêtés en mars dernier s'ajoute le décodeur TNT. 10 produits protégés donc et leurs prix plafonds pourront connaître des révisions au sortir de ce 10e cadre de concertation tripartite, gouvernement, commerçants et société civile. Après donc les interventions qui ont été faites,
nous allons encore nous retrouver pour discuter et puis arrêter les prix plafonds en ce qui concerne les produits donc, qui ont été indexés et puis pour que le consommateur en tout cas soit bien protégé. Les prix sont plafonnés, mais il y a toujours des contrevenants, des commerçants qui n'appliquent pas la règle édictée. Là, les sanctions tombent et le ministère du Commerce compte intensifier le contrôle. Les contrôles se mènent et puis on inflige effectivement les sanctions s'il y a lieu. Et puis les récidivistes se voient même aussi fermer leurs magasins. Donc nous pensons que chacun doit jouer son rôle et nous voulons que les gens appliquent des marges bénéficiaires. Cependant, il faut que ce soit des marges justes. Au-delà des prix, la métrologie et la qualité des produits protégés seront aussi contrôlés. Et puis, une foire pour relancer le débat sur la problématique du financement des projets des jeunes. Entamé samedi, l'initiative est de l'Association professionnelle des jeunes du Faso. C'est un face-à-face entre jeunes porteurs de projets et responsables des institutions financières. Adama Guiti, Bouma, Ernest Nébié. Nombreux sont les jeunes qui disposent des projets d'entreprise, mais rares sont ceux qui accèdent à des sources de financement. Une situation qui ne laisse pas indifférente l'Association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso, d'où l'organisation de cette foire qui réunit ici à Ouagadougou jeunes porteurs de projets et responsables des institutions financières pour échanger sur la question. Nous avons un objectif global qui est donc de faire en sorte que entre les institutions qui accompagnent les jeunes au financement et les jeunes qui désirent donc un financement puissent se retrouver, puissent échanger afin d'envisager des solutions pour pouvoir mieux travailler ensemble. Pourquoi est-il si difficile pour les jeunes d'accéder aux sources de financement au Burkina? À qui la faute? Pour le parrain de cette foire, Damon Justin Barou, un climat de franchise et de confiance doit être établi entre les jeunes entrepreneurs et les institutions financières. Il faut que les banques sachent, lorsque vous avez accordé un crédit à quelqu'un pour que la personne puisse tout mettre en œuvre pour vous rembourser, l'amener à revenir à meilleure fortune et à vous rembourser. Et de l'autre côté, un minimum de conscience, un minimum donc parce que c'est cette confiance, lorsque vous n'arrivez pas à faire en sorte que le crédit qu'on vous a accordé soit dénoué, se dénoue normalement, cette confiance est remise en cause et ça devient la catastrophe des deux côtés. Et vous gâtez à la limite le marché monétaire pour ceux qui sont derrière et qui arrivent. Au cours de cette foire, les participants auront droit à 3 panels en relation avec le thème central de l'édition, le jeune entrepreneur face aux contraintes du système de financement. Outre ces panels, des entrepreneurs qui ont réussi dans la recherche de financement viendront partager leurs expériences avec les participants. Un mot de politique dans ce journal. Que retenir des 2 ans du président Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir? Le bilan est positif malgré des mouvements de grève et d'attaques terroristes à répétition. Selon les militants du MPP de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, samedi, ils ont réitéré leur engagement à toujours soutenir le président du Faso pour le développement du Burkina. Sidi Larien, Oumar Zombré. Ces militants du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, célèbrent ici les 2 années de gouvernance de leur leader, Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Il s'agit pour eux de faire le bilan des différentes actions engagées par le président pour le développement du pays. Et cette année, c'est la 2e année. Et donc, il était de notre devoir de convier, n'est-ce pas, tous nos militants, les compatisants, pour, n'est-ce pas, magnifier cette année et dire aux gens une fois de plus ce que le président Roch-Marc Christian Kaboré a engagé comme résultat, tout ce qu'il a fait comme réalisation et le dire aussi d'être soudés et d'être toujours mobilisés autour du président Roch-Marc Christian Kaboré pour les combats à venir. Pour Razak Tapsoba, de nombreux acquis ont été engrangés, quand bien même ces 2 années n'ont pas été un long fleuve tranquille. Elles ont été marquées par des crises sociales et sécuritaires, des crises qu'il qualifie de tentatives de déstabilisation du régime. Depuis que le président Roch-Marc Christian a pris le pouvoir, il n'a même pas fait 2 mois et vous avez vu qu'on a commencé à attaquer. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a un régime qui était sur place ici. Nous n'avons jamais vu ces attaques. Nous n'avons jamais vu ces grèves multiformes, ces grèves déguisées. Tout ça, c'est quoi? C'est pour déstabiliser le président Roch-Marc Christian Kaboré. Razak Tapsoba estime que le bilan de la gestion du pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré est plus que satisfaisant.
Il ajoute qu'au soir de son quinquennat, le président aura tenu toutes ses promesses. Parlons santé à présent avec cette grande ambition de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, celle de redonner le sourire à 120 patients de filariose lymphatique en collaboration avec le ministère de la Santé. Jeudi dernier à Banfora, ils ont lancé un camp de chirurgie des cas d'hydrocèle au profit des patients de la région des Cascades, d'où nous retrouvons Drissa Traoré et Moussa Sanon. Des chirurgiens au chevet de personnes atteintes de filariose lymphatique dans les Cascades. Nous sommes ici au camp de chirurgie des cas d'hydrocèle au centre hospitalier régional de Banfora. Il y a un bilan pré-anesthésique qui a été fait, un bilan biologique également qui a été fait pour tout cela, et tout cela est gratuit pour le patient. Le patient ne paye pas. Donc il vient pendant son séjour ici, il est interné, il bénéficie donc de la cure maintenant et il séjourne pendant un certain temps. À sa sortie également, on lui donne un certain nombre de médicaments pour la suite et il reviendra fréquemment pour les pansements. Autorités sanitaires et partenaires du projet paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel sont réunis ici au lancement de ces camps de chirurgie des cas d'hydrocèle. La stigmatisation, la baisse ou la perte totale de productivité, mais aussi le coût élevé du traitement constituent de lourdes conséquences socio-économiques du fait de l'incapacité causée par cette maladie. Je suis vraiment contente pour ce camp qui a été lancé chez nous. Vous savez que c'est une maladie invalidante et ces personnes qui seront opérées pourront contribuer au développement et au progrès économique de notre pays. Ce camp de chirurgie des cas d'hydrocèle dure 4 jours. Il prévoit la réalisation de 120 cures au profit des patients de la région des Cascades. Je vous invite au musée de Manéga. Il y a de quoi satisfaire votre culture et vous cultiver. Situé à une 60aine de kilomètres de Ouagadougou, une délégation du ministère de la Culture y était avec à ses côtés des amis venus du Mali, du Niger, du Bénin et de la France. Paul, David, Bambara et Ismaël Diloma Sirma étaient de la partie reportage. Un cours d'histoire sur l'épopée des Mossé est conté à ses visiteurs du musée de Manéga. Venus dans le cadre de la foire internationale du livre de Ouagadougou, ces visiteurs sont majoritairement originaires des pays de la CEDEAO. À leur côté figurent aussi des visiteurs venus d'Europe. Ils ont tous profité de leur séjour pour découvrir les potentialités touristiques du Burkina. Vous avez la première partie qu'on appelle le musée de la dendrologie. Et la dendrologie, c'est la science qui étudie le tam-tam. Et la deuxième musée qu'on appelle le musée Belem Niagri. Belem Niagri qui veut dire si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. Et on dit ça à Moré, Will Sandat Tobre Belem Niagri. Et en général, on appelle le musée de la termitière. Ce qui veut dire que c'est la termitière vie qu'elle ajoute de la terre à la terre. Les visiteurs ont également admiré les masques exposés au musée de Manéga. Ils ont aussi fait un tour dans la chambre de la mort. C'est absolument passionnant. J'ai découvert beaucoup de choses, des objets magnifiques, des masques qu'on connaît parce qu'on les voit dans les livres, en photographie, mais dont on ne comprenait pas forcément le sens. Moi, je ne m'attendais pas aux merveilles que j'ai découvertes ici. C'est un gros travail et nous tirons chapeau à Maître Passeré Titenga pour ce travail. Le musée de Manéga est situé à une 60aine de kilomètres de Ouagadougou. Il a été créé par Maître Passeré Titenga et ouvert au public le 6 janvier 1990. Gawa, le sud-ouest, vous le savez, le pays Lobi est culturellement très riche. Des hommes et des femmes connus pour la flèche et le carquois, ils s'y attachent car c'est un outil de défense. La symbolique de la flèche et du carquois Lobi, c'est un reportage signé Souleymane Sanou et Momouni Soubeiga. Armé de son carquois et de ses flèches, Joe Dinte Désiré Sommet se sent fier d'être un Lobi. C'est un arsenal de sécurité qu'il a obtenu de son père à son bas âge. Le carquois là, c'est la bravoure d'un non-Lobi.
Un garçon de vie qui n'a pas de carquois, il n'est pas considéré. Je garde ça et montre à mes enfants. Je garde ça comme authentique. Moi, même s'il y a une modification, pour ne pas que ça soit détérioré, je garde. Si aujourd'hui je suis là, mes enfants doivent garder sans souvenir. Balayen Daniel, lui aussi, a reçu un carquois de son père après son retour de la Côte d'Ivoire, où il vivait depuis son jeune âge. Je l'ai obtenu grâce à mon père. Et quand j'étais jeune, et quand j'ai été à l'aventure, je suis revenu, comme a dit la coutume aussi, papa pour me recevoir, il me dit, bon, voici un coq. Au lieu de tuer un coq pour toi, là, c'est toi qui vas flécher, tu as 3 flèches. Tire sur le coq. Et si tu le trouves, c'est pour toi. Si tu ne le trouves pas, moi, tu rates, moi je prends mon coq. Ça s'est passé ainsi et moi j'ai raté. Et papa me dit, mais toi tu es fou. À l'image de ces deux sexagénaires, presque tous les lobbies de leur âge et les plus jeunes possèdent cet outil comme le veut la tradition en pays lobby. Une tradition que chaque père a le devoir de perpétuer envers ses enfants comme l'a fait le père de Laurent Sommet, élève dans une école de formation professionnelle à Gawa. C'est mon papa qui me l'a offert. Je l'ai déposé dans ma chambre et pour ma propre sécurité. On distingue 3 sortes de carquois. Le carquois de danse, le carquois de voyage et celui de guerre. Et ça là, c'est un carquois de voyage. Bon, ce monsieur, c'est un enlèvement de femmes qu'il a fait. Mais si tu vas faire enlèvement de femmes, il faut t'armer. Sinon, si le premier mari te rencontre, c'est la bagarre. Vous avez du carquois de la guerre, on met ça ici. Et le carquois d'élégance là, c'est petit. Quand on danse de bière là, ça ne gêne pas quoi. Ce monsieur là, il a un carquois derrière, c'est un guerrier. Vous voyez comment il a porté le casque de guerre là. Un lobby ne se déplace jamais sans carquois. Vous voyez? C'est un carquois de voyage. Ces flèches là sont bien mises pour savoir par ordre laquelle il faut enlever. Le carquois avec des flèches empoisonnées est le plus dangereux. Pour cela, il n'est pas donné à n'importe qui d'en posséder. Et à mon tour, j'ai fabriqué pour mes enfants. Je les ai donnés, j'ai envoyé 3 carquois, 3 flèches et 3 arcs pour eux à Abidjan. Mais quand je suis venu ici, j'ai fabriqué encore d'autres, mais empoisonnés, parce qu'on ne peut pas leur donner ça. C'est très dangereux. C'est en cas de cas maintenant, il faut sortir la flèche empoisonnée. Voilà. Parce que si ça vous gratte un peu, il n'y a rien à faire, vous mourrez. En pays lobby, l'existence de l'homme reste intimement liée au carquois. Il joue un rôle de premier degré dès son jeune âge jusqu'à la fin de ses jours. Le jour, si un lobby meurt, même si tu sois chrétien, il faut que ton carquois soit à côté. Moi, je suis catholique. Mais le jour où je ne serai pas là, on peut autoriser, on prend le carquois là, et poser à côté de ma caisse, pour prouver que c'est un homme qui est mort. Plus qu'un symbole, le carquois et la flèche sont un tout pour un homme en pays lobby. C'est un instrument qui est de moins en moins visible dans cette communauté comparativement à l'ancien temps, mais il continue de résister au temps. Le carquois et la flèche constituent encore et toujours une carte d'identité du pays lobby, pour emprunter les termes du chef de canton de Gawa. Flèche ou missile, grosse interrogation hors de chez nous. Cette fois, le fossé de l'incompréhension s'élargit entre Houthis et Émirats. La tension est montée d'un cran depuis la diffusion des images de missiles qui auraient été tirés vers les Émirats arabes unis depuis le Yémen. C'est la guerre de l'information visiblement suivante. Voici le missile qui aurait été tiré vers les Émirats arabes unis depuis le Yémen. Ces images ont été diffusées par les rebelles Houthis. Le groupe qui contrôle une partie du Yémen, dont Sanaa, la capitale, affirme qu'il visait un réacteur nucléaire en construction près d'Abu Dhabi. De leur côté, les Émirats démentent. Entre Houthis et Émiratis, c'est aussi la guerre de l'information. Il y a eu un tir de roquettes de croisière vers une cible militaire importante pour l'armée émiratie en interne. Ali Saleh et ses milices aimeraient diviser le Yémen, malgré le fait qu'il ait été incapable d'apporter des gains militaires, politiques ou économiques au Yémen. Une roquette a touché dimanche l'ambassade iranienne au Yémen, sans que l'on sache encore qui est à l'origine du tir. Depuis samedi, le vent a tourné au sein de l'alliance entre Houthis et supporters de Ali Abdallah Saleh. L'ancien président leur tourne le dos pour tendre la main à l'Arabie Saoudite. Des heurts ont éclaté à Sanaa entre rebelles et partisans de Saleh.
Avant de refermer ce journal, allons feuilleter les pages des journaux de la place. La visite du président français Emmanuel Macron est mal perçue par l'UPC qui accuse le MPP d'être responsable de la débâcle de l'amphi libyen. Vous l'avez suivi. Les journaux parlent également de l'an 2 du président du Faso vu par le Premier ministre Paul Kaba-Tieba. Revue de presse signée Abdulrahmane Zongo. En 2 de rock, le Premier ministre verse dans l'autosatisfaction, fait remarquer l'Obs, une thèse corroborée par notre confrère d'aujourd'hui au Faso. Oui, le bilan est satisfaisant, selon le PM Tieba, qui tacle même certains en ces termes. N'en déplaise aux nostalgiques du CDP, de la NAFA, qui ont pillé le pays pendant 30 ans. Dans la même veine, et morceau choisi par Sidoya qui renchérit les propos du PM, je cite, « Le nouveau régime a hérité d'une catastrophe », fin de citation. Et malgré tout, le PNDS par exemple, a engrangé des acquis, se réjouit le chef de l'exécutif. Par contre, l'Express du Faso tempère et s'interroge de la sorte. Le PM n'a-t-il pas poussé la barre trop loin? Ces propos du PM, résume le journal, s'apparentent à une épidémie de la malcause qui attaque les rangs du pouvoir. Autre épidémie abordée par l'Express du Faso, ce sont ces ordures évacuées des caniveaux, jouxtant les écoles à Carville et qui malheureusement sont toujours in situ, c'est-à-dire laissées sur place, et c'est le cadavre enterré à moitié, et l'Express du Faso ne décolère pas, et somme le bourgmestre de Bobo en ces termes. Monsieur le maire, balayez votre cité. Plutôt, monsieur le maire, ramassez vos ordures. Autre mécontentement, c'est celui de l'UPC qui s'en prend au MPP, titre aujourd'hui au Faso, l'accusant d'être responsable, je cite, de la débâcle de l'amphi libyen en choisissant des étudiants dociles pour s'adresser à Macron. Comme, poursuit le journal, s'il n'existait pas d'étudiants doués et cultivés au Burkina Faso. Voilà, c'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi.